est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Clôture ce vendredi sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, du séminaire gouvernemental qui s'est ouvert mercredi dernier. Ce séminaire avait pour objectif principal l'élaboration du programme de gouvernement. Focus en ouverture de journal sur la cérémonie de clôture. Acte de solidarité et de compassion engagé par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à l'endroit des victimes de l'accident de la circulation survenu sur l'axe Yopougon-Abobo dans la matinée d'hier. Miss Belmont Dogo est allée exprimer le soutien et la compassion du gouvernement aux blessés et à leurs parents, occasion de les rassurer de l'assistance du gouvernement. Au Tchad, les obsèques d'Idriss Déby Itno ont eu lieu ce vendredi à N'Djamena. Le pays a rendu un dernier hommage à son président. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement dans la capitale tchadienne pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Ici en Côte d'Ivoire, les mercredis 21, jeudi 22 et aujourd'hui vendredi 23 avril 2021 s'est tenu dans la salle des pas perdus au palais présidentiel un séminaire gouvernemental sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, en présence de l'ensemble des membres du gouvernement auquel a pris part le secteur privé. Ce séminaire avait pour objectif principal l'élaboration du programme de gouvernement. La cérémonie de clôture a été marquée par deux temps forts. La lecture du communiqué final par le ministre porte-parole du gouvernement, le mot du président de la CGC et le mot de fin du Premier ministre, Alexis Ouedraogo. 72 heures pour asseoir une stratégie gouvernementale susceptible d'améliorer efficacement et réellement le quotidien des Ivoiriens. C'est l'exercice de ce séminaire gouvernemental qui ferme ses portes ce vendredi avec des objectifs très précis pour chaque département ministériel. Nous devons mobiliser des capitaux extérieurs pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le sport deviendra une source de création de richesse et d'emploi pour les jeunes générations. Les infrastructures, c'est le support quand même du développement. Et s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien du tout. Les Ivoiriens auront une côtière d'ici 1 an et demi, la côtière sera entièrement terminée. Beaucoup de chantiers sur l'ensemble du territoire, nous repartons très très heureux. Nous nous engageons dans un nouveau partenariat avec les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons un Premier ministre, qui est passionné par sa mission et nous sommes ses collaborateurs. Nous nous mettons dans cette dynamique-là pour réaliser ce que le président de la République a promis aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Et le gouvernement compte aller plus loin dans tous les secteurs pour la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire. Ce séminaire a permis d'élaborer les plans d'action prioritaires qui constitueront la base commune de travail gouvernemental sur la période 2021-2023 avec un focus sur l'année 2021. Note inédite de ce rendez-vous, la participation du secteur privé aux échanges ce vendredi, une initiative saluée. Cette journée est mémorable pour le secteur privé ivoirien. Je suis à mon 3e SMS reçu de collègues présidents de patronat d'Afrique centrale, d'autres régions de l'Afrique, qui ont eu l'information de cette rencontre et qui s'émerveillent devant ce qui se passe ici aujourd'hui au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Et si le secteur privé s'émerveille ainsi, c'est que le gouvernement lui donne aujourd'hui la pleine place dans sa politique de développement. Aujourd'hui, nous avons souligné la nécessité d'optimiser le partenariat stratégique entre l'État et le monde des affaires, ainsi que le rôle majeur de l'entreprise privée dans la création de l'innovation, de l'emploi, de la valeur ajoutée et, in fine, dans la production de richesses durables. Je tiens à saluer la qualité de nos travaux qui nous ont permis de débattre des goulots d'étranglement qui affectent notre potentiel de croissance, de lister les leviers qui font permettre de les lever et de partager, in fine, une vision commune de l'industrialisation de notre pays pour bâtir une Côte d'Ivoire meilleure pour toutes les composantes de notre société. Pour le chef du gouvernement, l'heure est au travail vite et bien fait pour le bien-être des populations. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est choisir. Nous avons su au cours de ces 3 jours tout à la fois bien prévoir et bien choisir pour arrêter nos actions prioritaires 2021 et bâtir notre programme de gouvernement jusqu'en 2023. Aujourd'hui, nous disposons d'un programme de gouvernement pour l'année 2021 que nous allons soumettre pour adoption lors du prochain Conseil des ministres.
La mobilisation cohérente, constante et collective du gouvernement sur l'ensemble de ces sujets hautement stratégiques permettra à nos concitoyens de constater que nous sommes réellement au travail, en mission, au plus près de leur réalité quotidienne, dans l'unique objectif d'obtenir des résultats. Un suivi strict devra encadrer la mise en œuvre des résolutions de ce séminaire. Le séminaire sur le programme de travail gouvernemental 2021-2023 a consacré une journée entière d'échanges avec le secteur privé. Ce vendredi, secteur privé et gouvernement ont discuté de l'état du climat des affaires et des voies et moyens pour l'améliorer afin de booster le développement socio-économique du pays. En ouverture des travaux, le chef du gouvernement dit vouloir ainsi bâtir un partenariat stratégique entre l'État et le secteur privé. Mahama Traoré. Le secteur privé, c'est 2/3 des investissements et 80% des emplois du pays. Un acteur de poids que ne saurait négliger le gouvernement dans sa stratégie de développement. Depuis 2011, l'État a au total initié 85 réformes en vue d'améliorer le climat des affaires, mais certaines préoccupations telles la fiscalité et l'accès à la commande publique demeurent. Alors, le président du patronat ivoirien veut croire que cette rencontre du 23 avril 2021 marquera un tournant décisif dans la relation État-secteur privé. Nous pensons que le premier grand succès de cette première journée dédiée au secteur privé sera de déboucher sur des réponses concrètes aux préoccupations urgentes exprimées par le monde des entreprises. Après les échanges sans phare que nous aurons sur différents points, de l'environnement des affaires aux questions structurelles et de gouvernance, il nous faudra passer des déclarations d'intention aux actes concrets qui démontreront qu'effectivement, un nouveau cap a été pris. C'est dire que les attentes du monde des affaires sont fortes et le chef du gouvernement entend y répondre dans le cadre de ce partenariat stratégique. Il y va, selon Patrick Hachi, de l'essor de l'économie ivoirienne. Notre ambition de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer la classe des pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure d'ici à 2030 exige de maintenir durablement un taux de croissance économique élevé et de créer plus de 8 millions de nouveaux emplois sur la décennie qui vient. Pour insérer socialement l'extraordinaire croissance démographique de notre population active. Cela nous commande, État et secteur privé, d'aller donc encore plus loin et encore plus vite. Nous connaissons, vous et nous, l'essence même de notre mission. Le cap est clair, la route est droite. Il s'agit en effet d'accélérer radicalement l'industrialisation de la Côte d'Ivoire afin de générer des emplois pour tous, de continuer à réduire la pauvreté en la divisant par 2 sur 10 ans et de développer une classe moyenne enfin majoritaire. Durant une journée, les deux parties vont discuter entre autres de l'état de la promotion des champions nationaux, de l'accès au crédit et de la transformation du secteur informel. Quittons les parvis du palais présidentiel pour une visite terrain. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a effectué ce vendredi une visite à la centrale thermique d'Azito à Yopougon, l'un des principaux producteurs d'électricité du pays. Une visite pour s'enquérir des travaux d'extension de la centrale, mais surtout pour s'assurer du bon fonctionnement des installations après les incidents survenus sur ces installations, incidents qui ont entraîné récemment des perturbations dans la fourniture de l'électricité aux abonnés. Jean-Louis Bambou. Première sortie pour Thomas Kamara depuis sa nomination à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Une visite des travaux de la phase 4 de la centrale électrique d'Azito de Yopougon. Un choix quelque peu forcé par la situation du moment. Il y a 2 jours, un incident est survenu sur une de nos grosses machines de production ici à Azito. Et cela a occasionné beaucoup de perturbations au niveau des populations. Et donc, nous sommes venus ici pour nous enquérir de la situation et nous assurer que les choses sont rentrées dans l'ordre. Au terme des échanges avec les responsables de la centrale et la visite des installations, le ministre s'est voulu rassurant à l'endroit des populations. Nous sommes heureux de constater que la machine est rentrée en production et que l'incident donc est clos. Nous profitons donc du micro pour présenter toutes les excuses aux populations qui ont dû souffrir
du manque d'électricité pendant cette période-là. Le ministre s'est réjoui de l'avancée des travaux de la 4e phase de la centrale, une extension qui permettra d'accroître l'offre d'énergie aux populations. Le chantier est bien avancé, il est tenu par les équipes 24 heures sur 24, de sorte à respecter la date de août 2021 où cette nouvelle production rentrera et elle permettra de soulager définitivement l'équilibre offre-demande et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture. Avec une puissance installée de 430 MW, soit 20% de la capacité nationale, la centrale d'Azito pourra atteindre les 710 MW à l'achèvement de cette 4e phase d'extension, ce qui permettra d'offrir aux populations une électricité abondante et de meilleure qualité. Et si le ciel est à présent dégagé du côté de la centrale thermique d'Azito, de grandes pluies sont annoncées pour cette année pour résoudre l'épineuse question des inondations qui chaque année fait des nombreuses victimes dans notre pays. L'État a décidé d'anticiper. Un comité de lutte contre les inondations et leurs effets néfastes a donc été créé avec à sa tête l'Office national de la protection civile, l'ONPC. La première réunion de ce comité s'est tenue. Il ressort de ces échanges des prises de dispositions nouvelles pour éviter les dégâts humains et matériels à l'avenir. Evelyne Yeboué, Franck Quadio. 2020, les quartiers de la Riviera Palmeraie et la commune d'Anyama en proie à de fortes inondations. Des scènes qui risquent de se reproduire cette année si rien n'est fait. L'État décide donc d'agir. Quand je prends 2020-2018, il y a eu même des morts. Et cela est regrettable. On ne veut plus assister à ça. C'est pour ça que le ministre nous a instruit de réactiver ce comité interministériel qui a toujours existé pour prévenir les catastrophes. Et aujourd'hui, nous avons convié toutes les parties prenantes afin de réfléchir, voir comment éviter ce genre de catastrophes, comment éviter les décès, comment éviter ces situations vraiment regrettables. C'est pour ça que nous avons penché et nous allons faire des propositions supplémentaires à la hiérarchie. Une des causes fondamentales des inondations à répétition demeure l'incivisme des populations selon le directeur de l'ONAD. Sensibiliser davantage, laisser les zones à risque et le passage de l'eau de ruissellement sans oublier l'entretien des ouvrages de drainage. Ce sont quelques actions. Les zones à risque, il faut dégager de ces zones à risque. Oui, volontairement, on n'attend pas la catastrophe. Et sur les servitudes, nous avons entrepris les opérations de libération des ouvrages, des emprises. Vous voyez qu'il devient une activité à part entière de libérer les réseaux pour que l'eau circule. Nous avons entrepris ce que nous appelons les opérations pré-saison des pluies. Depuis 2014, nous identifions depuis un an en arrière les actions qu'il faut faire d'entretien des ouvrages primaires, des ouvrages secondaires et puis qui se termine généralement en mars. C'est un travail qui se fait, j'allais dire, en complément de ce que l'ONPC fait tous les jours. Nous avons, nous, des canaux à travers les mairies, à travers les préfectures, donc les préfets, à travers les organisations non gouvernementales qui travaillent avec nous, de concert avec nous, pour faire ce travail de sensibilisation au quotidien. Pour l'année 2021, les spécialistes annoncent de fortes précipitations et le pic ce sera pour le mois de juin. L'actualité, c'est aussi cet acte de compassion, de solidarité engagé par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui a visité les victimes de l'accident de circulation survenu sur l'axe Yopougon à Bobo dans la matinée d'hier. Miss Belmondo est allée exprimer le soutien et la compassion du gouvernement aux blessés et à leurs parents, occasion de les rassurer de l'assistance du gouvernement, une assistance qui prendra en compte également la famille des personnes décédées. Mamadou Kwesi. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté au chevet des blessés de l'accident de la circulation survenu hier en Dautré. Miss Belmondo est allée traduire la compassion et le soutien du gouvernement à ses victimes internées dans une clinique à Yopougon. À chacun de ces blessés, elle a eu un message particulier. De quoi réconforter ces personnes qui se souviennent encore du drame. J'avais l'impression que c'est quelqu'un qui m'a balancé vers les vitres. Donc ce sont les vitres là, quand ça s'effondrait, ça a déchiré au niveau de ma tête. Donc, je sens les douleurs au niveau de la colonne vertébrale et puis mon pied droit que je n'arrive pas à soulever. Pour l'instant, ça va. Au niveau de mon pied, ils sont des douleurs. Pour l'instant, ça va. Le médecin traitant a rassuré l'envoyé du gouvernement de l'état de santé des 8 blessés internés dans sa clinique. Et parmi les 8 blessés, il y a 4 blessés qui nécessitaient vraiment des soins
vraiment plus poussées, parmi lesquelles il y a un blessé qui avait un traumatisme au niveau du rachis cervical, qui a été évacué par le SAMU au CHU de Cocody pour une meilleure prise en charge au niveau du service de neurochirurgie. Et les 3 autres blessés, ils présentaient des fractures. Pour les 4 autres restants, la prise en charge a été vraiment faite et nous comptons prévoir les sorties cet après-midi. Chacun de ces blessés reçoit des mains de Miss Belmont Dogo une enveloppe. Il s'agit, selon la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, de l'expression du programme La Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes venus au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur instruction du Premier ministre, nous enquérir de l'état de santé des blessés et ensuite les présenter nos vœux de prompt rétablissement. Nous les rassurons que dans les jours à venir, l'État de Côte d'Ivoire sera avec eux pour prendre une part active au malheur qui les touche. Nous partageons les chagrins. Ensuite, nous voulons rassurer la population ivoirienne que le gouvernement qui fait de la solidarité une valeur nationale sera toujours à l'écoute. Les parents des victimes se disent satisfaits de cette initiative du gouvernement. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. C'est touchant, c'est écœurant. Mais nous sommes heureux de savoir que notre pays est au chevet de ces blessés. Mais on a vu que vraiment l'État est à côté de nous. Donc nous sommes très contents. On dit merci au ministre, merci au président. Le fait de prendre toutes les charges des blessés, vraiment nous sommes très contents. Je dis aux chauffeurs vraiment de faire très attention parce que c'est la mauvaise conduite qui a envoyé ce drame aujourd'hui. Il faut rappeler que cet accident de la circulation s'est produit dans la matinée de jeudi 22 avril 2021 en Dautré, dans la commune d'Abobo. Un accident qui a fait 10 morts et 12 blessés. On parle toujours de santé. L'implantation cochléaire est une opération chirurgicale de l'organe auditif. Elle permet aux enfants âgés de 6 ans et plus et atteints de surdité de retrouver l'audition. Une dizaine de médecins, des médecins en ORL, spécialistes en ORL, ont bénéficié d'une formation sur cette opération chirurgicale lors d'un symposium à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. C'était ce vendredi. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. 23 enfants âgés de 6 ans au plus et atteints de surdité ont retrouvé l'audition grâce à l'implantation cochléaire, une opération chirurgicale de l'organe auditif. Cette opération pratiquée depuis 1 an au sein de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville est un succès. Depuis 2 jours, une mission chirurgicale vient d'opérer 6 enfants. Elle forme également une 50aine de médecins orthophonistes et spécialistes en ORL, le but étant de faire de la Côte d'Ivoire la référence dans la prise en charge des déficiences auditives en Afrique subsaharienne francophone. L'épineux problème du dépistage de la surdité de l'enfant, dont l'enjeu est de favoriser une prise en charge et donc un diagnostic et une prise en charge thérapeutique précoce du jeune enfant et qui, sans notre intervention, ne pourra pas redonner la joie à sa famille de pouvoir un jour entendre la voix de ce bébé qu'ils ont vu naître. Cette formation est la base à toute chirurgie, d'autant plus que cette chirurgie d'implantation cochléaire est une chirurgie minutieuse qui est réalisée par des mains expertes. Grâce à vous et votre participation, nous avons eu une semaine enrichissante, intense, avec beaucoup d'échanges très promoteurs qui vont nous permettre de développer davantage nos différents projets et programmes d'implants cochléaires et aussi d'autres projets en coopération avec l'Agence de développement autrichienne. L'intervention en bloc opératoire est suivie en temps réel par les participants. En Côte d'Ivoire, environ 5 000 enfants naissent sourds chaque année. 200 000 autres ont une perte auditive invalidante. La formation de compétences locales en implantation cochléaire est un espoir. Parlons toujours de santé. L'accident vasculaire cérébral, en abrégé AVC, est relativement connu des populations ivoiriennes. Cette pathologie constitue un problème de santé publique. Des spécialistes avancent le chiffre de 15 000 cas d'AVC par an en Côte d'Ivoire. En 2019, l'OMS a annoncé près de 9 millions de décès par AVC dans le monde. Face à cette maladie, des organisations non gouvernementales composées pour la plupart de victimes d'AVC s'organisent pour faire de la prévention, également pour mettre en relation les malades et les médecins traitants. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'une femme âgée de plus de 50 ans ayant un rétrécissement de 80% de son artère carotide gauche a subi une intervention tout en étant éveillée.
10 jours après, nos équipes sont allées à sa rencontre et elle dit bien se porter. Prévention, AVC, prévention et traitement, un dossier vide ici signé Walter Amadou Ouattara. L'accident vasculaire cérébral AVC est plus ou moins connu des populations. Pourtant, la maladie est très redoutée. Une dame dans mon quartier, elle a dormi la nuit, matin elle s'est réveillée, elle a eu la bouche qui est penchée. Elle n'arrivait plus à retrouver ses membres. Ce qui cause l'AVC, c'est un problème de cœur. C'est-à-dire, à force de trop penser, ça se manifeste comme quelqu'un qui perd conscience. Et ça te rend bobo aussi. Ce que je sais des AVC, c'est lié à l'alimentation. Il ne faut pas manger trop gras. Un AVC se manifeste quand le sang cesse d'irriguer le cerveau. Privé d'oxygène, les cellules du cerveau se détériorent, s'ensuivent les symptômes proprement dits de l'accident vasculaire cérébral. Il y a deux types d'AVC. Le premier type, c'est une obstruction de l'artère qui va irriguer le cerveau. C'est ce qu'on appelle accident vasculaire ischémique qui représente environ 80 à 85% de nos patients en hospitalisation. Le deuxième type d'AVC, c'est l'accident vasculaire hémorragique. C'est un éclatement du vaisseau. En décembre 2020, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès liés aux maladies cardiaques a augmenté de plus de 2 millions depuis l'année 2000 dans le monde. Cela pour atteindre près de 9 millions de décès en 2019. Les maladies cardiaques représentent 16% du total des décès, toutes causes confondues. Toujours selon des statistiques de l'OMS, les prévisions pour 2030 sont alarmantes, avec 12 millions de décès par AVC, 70 millions de patients ayant survécu à un AVC. C'est une maladie qui est grave. Elle est à l'origine de la première cause de décès chez la femme et la troisième cause de décès chez l'homme. Elle est également à l'origine de la première cause du handicap chez le sujet jeune. C'est une maladie qui survient à tout âge. En Côte d'Ivoire, des spécialistes estiment à 15 000 cas d'AVC par an. L'accident vasculaire cérébral constitue un problème majeur de santé publique, tant par le nombre de personnes atteintes que par les conséquences médicales, sociales et économiques. Hier, c'était polio qui fatiguait, qui paralysait. Aujourd'hui, c'est l'AVC qui te ramène à la case de départ. Mais c'est pas facile. Mais on n'a pas voulu être malade. Relativement à la complexité de cette question de santé publique, des organisations non gouvernementales s'impliquent dans la sensibilisation. C'est le cas ici avec l'ONG AVC Espoir, basée à Abidjan. Moi, j'ai fait l'AVC en 2009, à 35 ans quasiment. Et donc, c'est un souvenir. Vous imaginez, à 35 ans, vous vous attendez à une éclosion professionnelle. C'est maintenant que vous entamez votre vie de femme. Vous êtes en pleine construction. Et c'est à cette étape de la vie que moi, j'ai fait un AVC. Donc, il m'a fallu, j'ai envie de dire, me trouver d'autres priorités, enfin, me concentrer sur ma survie. Il faut savoir que quand vous faites un AVC, ce que vous étiez hier, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous devez réapprendre quasiment tout. Au niveau du traitement, les nouvelles sont bonnes pour les patients ivoiriens. On parle de plus en plus de chirurgie carotidienne. On peut prévenir un AVC en faisant une échographie de la carotide, ce qu'on appelle des troncs supraortiques. Donc cette échographie, on souhaite la démocratiser ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir prévenir un AVC. Avec l'échographie, donc on met l'échographie sur l'artère du cou et c'est ce qui va permettre de savoir si l'artère est rétrécie ou pas. Si l'artère est rétrécie, il peut y avoir un AVC. Donc on a opéré 5 patients qui avaient des sténoses carotidiennes et on souhaite pérenniser et démocratiser ce genre de technique ici parce qu'on a déjà le plateau technique. Afin de voir de plus près l'atout de la chirurgie carotidienne, nous sommes autorisés à prendre part à un entretien avec une patiente ayant un rétrécissement de 80% de son artère carotide gauche. Ce rétrécissement
peut causer un AVC. La patiente a souhaité garder l'anonymat. Il m'a expliqué donc qu'il va faire une anesthésie locale et puis c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Et ça me donne de l'espoir. Plein de gens ont des AVC alors qu'on aurait pu prévenir. Donc si on peut prévenir, ça peut aider quelqu'un d'autre, c'est tant mieux. Le médecin traitant est plus que confiant. Les pourcentages de chance sont très élevés. L'intervention chirurgicale consistera chez une patiente éveillée, donc réveillée pendant l'intervention chirurgicale, à ouvrir l'artère du cou et à enlever cette plaque d'athérome. Nous en avons besoin pour 1 heure, 1 heure et demie. Et 2 heures après, la patiente remonte en chambre. Elle reprendra son déjeuner ou son dîner et voilà, dans des conditions tout à fait normales. Voilà, tout se passe bien. Voilà. Est-ce que ça va, madame? Ça va. Ok, super. Voilà, tout se passe très bien. Continue. L'intervention a été une réussite. Satisfaction totale pour le directeur de la structure médicale qui l'a accueilli. Donc aujourd'hui, nous avons le docteur Afif Gassani qui vient faire une opération de la carotide, qui est une première en Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes très contents que cela se passe à la. Nous sommes aussi contents de la collaboration que nous avons avec le docteur Afif Gassani. 10 jours après l'opération chirurgicale, la patiente anonyme se porte bien. Pour quelqu'un qui a subi une telle opération, parce que c'était une opération majeure quand même, je me sens parfaitement bien. Juste quelques temps après l'opération, j'ai eu quelques remontées gastriques, mais ça c'est dû à l'anesthésie. Et puis, c'est pas la première fois. Avec mes opérations précédentes, j'ai eu le même effet. Donc, à part ça, tout est bien. Je me sens très bien. En Afrique subsaharienne, les AVC représentent la 3e cause de mortalité et d'incapacité motrice dans les centres de neurologie. Les spécialistes de la lutte contre cette pathologie exhortent les populations à une consommation réduite du sel, à bannir le tabac, l'alcool, à éviter les situations favorisant le stress et la sédentarité, principale cause de l'hypertension artérielle. Une bonne hygiène alimentaire et comportementale équilibrée est fortement recommandée. Voilà, AVC, prévention et traitement, un dossier vil ici. Proposé par Walter Amadou Ouattara. À côté de cette maladie, il y a également la Covid-19. Il faut redoubler de vigilance. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 23 avril 2021 50 nouveaux cas de Covid-19 sur 2072 échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 28 guéris et 2 décès. À la date du 23 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 765 cas confirmés, dont 45 311 personnes guéries, 279 décès et 175 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 581 820 le 22 avril. 4 147 personnes ont été vaccinées, soit un total de 113 224 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et dans l'actualité internationale, cette page noire au Tchad, les obsèques d'Idriss Déby Itno ont eu lieu ce vendredi 23 avril à N'Djamena. Le Tchad a rendu un dernier hommage à son président aujourd'hui. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement dans la capitale tchadienne. Le chef de l'État tchadien décédé en début de semaine des suites de ses blessures après avoir participé au combat contre les rebelles du FACT dans le nord du pays. Laure Goretti, Michel Digré. 21 coups de canon pour saluer la mémoire du maréchal Idriss Déby, décédé mardi des suites de ses blessures après avoir participé au combat contre les rebelles du FACT. La dépouille mortelle du président tchadien est arrivée en milieu de matinée sur la place de la Nation. Sa famille biologique, politique, ses compagnons d'armes et des chefs d'État étrangers lui ont rendu un dernier hommage. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France. Et j'en porte le souvenir d'un ami. Une cérémonie d'obsèques marquée
par la prise de parole de sa dernière épouse, Inda Déby. Maréchal du Tchad, désormais, vous êtes parti. Adieu pour toujours. Vous serez dans nos cœurs. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Après la prière prononcée dans la grande mosquée de N'Djamena, la dépouille d'Idriss Déby a été transportée à Amdiaras, son village d'origine, où il a été inhumé dans l'intimité familiale. Voilà, et c'est sur cette triste note que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.